Si vous pensiez que le budget 2026 adopté par l'Assemblée nationale le 2 février n'allait rien changer à vos finances, cette vidéo tombe à pic. Parce qu'en réalité, ce budget pourrait redéfinir la manière dont vous épargnez et dont vous investissez. Et même la façon dont vous payez une partie de vos impôts. Chez Louvainvest, on a suivi ce budget de très près. On a lu toutes les mesures, on a suivi les débats parlementaires et on a effectué des comparaisons avec l'année dernière. Et dans cette vidéo, on va tout vous résumer. Mais attention, on ne va pas se contenter de décrypter l'actualité pour vous. On va plutôt vous aider à définir concrètement l'impact que ce budget va avoir sur vos finances personnelles, vos investissements, vos charges et même la façon dont vous épargnez. Et ce, que vous soyez investisseur, épargnant ou un particulier qui veut commencer à optimiser son patrimoine. On est le 2 février 2026. Ce jour-là, le budget est officiellement adopté à l'Assemblée nationale. Après des semaines de débats, des désaccords au niveau des recettes et des dépenses, le Premier ministre Sébastien Lecornu a eu recours à un dernier 49.3 afin d'adopter le budget. Même les sénateurs l'ont rejeté en nouvelle lecture, signe qu'un bras de fer politique persiste sur le fond. Dans ce cadre, le Conseil constitutionnel a été saisi à plusieurs reprises au cours des dernières semaines pour vérifier que le budget était bien conforme à la Constitution, tant au niveau des mesures que des procédures d'adoption. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien parce qu'un budget voté dans ce contexte mène souvent à deux choses, si l'on s'en tient à ce qu'on a vu au cours des années passées. D'une part, des mesures budgétaires qui visent à faire rentrer des recettes rapidement. Et d'autre part, des arbitrages qui tombent parfois au détriment de ce qui est le plus facile à taxer, l'épargne et le capital des Français. Mais nous y reviendrons dans quelques instants. Car avant de détailler les mesures qui vous concernent, il faut qu'on prenne un peu de hauteur sur la situation en France. Depuis l'adoption du budget, le gouvernement vise une trajectoire de déficit public autour de 5% du PIB. Après avoir atteint des 5,4% à la fin de l'année précédente selon le Sénat. La dette publique, quant à elle, est attendue autour de 118% du PIB, contre 116% fin 2025. D'ailleurs, si vous voulez comprendre en profondeur en quoi une dette à ce niveau change les règles du jeu, on vous a fait une vidéo dédiée sur la chaîne. Mais retenez une idée simple. Un déficit à 5% du PIB signifie que l'État dépense nettement plus que ce qu'il collecte. Il doit donc naturellement combler la différence, soit en continuant à s'endetter, soit en augmentant les recettes, soit en coupant certaines dépenses. Et parfois, il est nécessaire de faire les trois en même temps. Sauf qu'il y a un problème. La croissance économique française est faible. À titre indicatif, nous étions à 0,9% de croissance seulement sur l'année 2025 selon les médias économiques. Désormais, l'État vise un palier des 1% de croissance en 2026 selon le rapport officiel de l'Assemblée. Et c'est là que la situation pourrait se compliquer. Car qui dit croissance faible dit moins de recettes. Donc moins de TVA et moins d'impôts. Ce qui finit fatalement par forcer le gouvernement à aller chercher du cash ailleurs, alors même que les dépenses de l'État restent massives. En effet, si l'on s'en tient aux chiffres du Sénat, les dépenses de fonctionnement de l'État sont annoncées à près de 501 milliards d'euros cette année, soit 10,5 milliards de plus que l'année dernière. Donc on a d'un côté un État qui conserve les dépenses très élevées, et de l'autre, une croissance trop faible pour faire entrer beaucoup plus d'argent à elle seule. Le Sénat souligne aussi que la charge de la dette pourrait dépasser 70 milliards d'euros en 2027, et aller au-delà des 90 milliards avant 2030. Autrement dit, le simple paiement des intérêts liés à notre dette commence à nous coûter de plus en plus cher, ce qui met logiquement une pression supplémentaire sur le besoin de recettes en France. S'il y a bien une catégorie qui va être en première ligne avec ce budget, ce sont les épargnants et les investisseurs. Et on vous parle ici de tous ceux qui perçoivent des intérêts, des dividendes, des plus-values, ou qui possèdent des actifs financiers en général. La première mesure clé qui vous concerne en la matière, la hausse des prélèvements sociaux via la contribution sociale généralisée. Depuis le 1er janvier, la CSG sur les revenus du capital est passée de 9,2% à 10,6%, soit une augmentation de 15%. Et ça impacte directement la fameuse flat tax, qui n'est pas si flat que ça, qui passe donc de 30 à 31,4% sur la majorité des produits d'épargne non réglementés, soit une augmentation de 4,7% de l'impôt. Il s'agit donc des dividendes d'actions, des intérêts de compte à terme, des ETF, des obligations ou encore de toutes les plus-values mobilières. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, imaginez que vous perceviez chaque année 10 000 euros de revenus issus de placements financiers. Avec la flat tax à 30% avant 2026, vous auriez payé 3 000 euros d'impôts et de prélèvements sociaux cumulés. Il vous restait donc 7 000 euros net. Aujourd'hui, vous paierez 3 140 euros d'impôts et de prélèvements sociaux pour les mêmes revenus, soit une perte de 140 euros. Alors oui, la différence paraît faible à première vue. Mais ce raisonnement est risqué, parce que les conséquences de l'investissement s'observent toujours sur le temps long. Car sur 10, 20 ou 30 ans, la différence peut représenter plusieurs milliers d'euros, si on prend en compte les intérêts composés. Et surtout, cette perte est amplifiée par l'inflation, estimée autour de 1,3% en 2026. Donc votre rendement réel net après inflation, impôts et charges peut finir par être très limité. Heureusement,
tous les produits financiers ne sont pas impactés de la même façon par les mesures de l'Assemblée. L'assurance vie, par exemple, conserve ses règles spécifiques, notamment sur les abattements après 8 ans. L'épargne retraite longue, type PER, garde un avantage fiscal à l'entrée. Toutefois, il est crucial de garder en tête que même si certains supports restent avantageux, les prélèvements sociaux restent dus dans la majorité des cas. Même avec une assurance vie, par exemple, vous bénéficiez d'un abattement annuel sur les gains retirés après 8 ans, mais cet abattement ne s'applique pas aux prélèvements sociaux. Donc avec des prélèvements sociaux à 18,6%, votre rendement net est mécaniquement plus faible qu'avant. Alors, ce n'est pas une révolution fiscale, mais un gros ralentisseur quand même. Un ralentisseur qui impacte tous ceux qui investissent régulièrement sur le long terme. On se demande d'ailleurs avec l'équipe Loup Invest, quels sont vous les véhicules d'investissement que vous privilégiez en 2026 ? Dites-le nous en commentaire. Mais ça ne s'arrête pas là, car ce budget s'attaque aussi à des actes de consommation. Première mesure pour taxer un peu plus la consommation, la taxe sur les petits colis importés. À partir de cette année, une taxe de 2 € est instaurée sur chaque colis d'une valeur inférieure à 150 € provenant d'un pays en dehors de l'Union européenne. Le but, maximiser les recettes en visant les achats sur les plateformes internationales, typiquement les sites asiatiques à bas prix comme Shein ou Temu. Alors individuellement, 2 € ce n'est pas dramatique. Mais ce qui est intéressant, c'est le signal qu'envoie l'État. On commence à fiscaliser des micro-flux de consommation qui n'étaient pas ciblés jusqu'ici. Et quand vous cumulez ça sur toute l'année, pour des ménages qui commandent régulièrement en ligne, ça finit par peser. Vient ensuite le secteur automobile, qui a aussi vu arriver de nouvelles taxes encore, notamment du côté du malus écologique. Le seuil de déclenchement du malus, qui était jusqu'ici de 113 grammes de CO2 par kilomètre, est passé à 108 grammes de CO2 par kilomètre, avec un plafond de 80 000 € pour les véhicules les plus polluants. Autrement dit, pour une voiture thermique classique sans hybridation, le malus devient quasiment inévitable. Et le malus au poids est aussi renforcé. Le seuil qui était jusqu'ici de 1600 kg est passé à 1500 kg. Tout ceci va directement impacter tous les propriétaires de SUV et de modèles familiaux classiques dont les voitures pèsent généralement entre 1500 et 1900 kg. De leur côté, les véhicules électriques resteront totalement exonérés de cette taxe en 2026. Maintenant, si vous comptiez sur des véhicules d'occasion pour éviter tous les malus liés au neuf, eh bien ce ne sera plus possible, parce qu'à partir du 1er janvier, le malus écologique pourra s'appliquer lors de la revente ou de la réimmatriculation d'un véhicule d'occasion. Ça aura évidemment un impact sur les prix de revente, les choix d'achat et même la valeur résiduelle de certains modèles. Alors, dernière chose, l'impôt sur le revenu. Dans le cadre du vote du budget, le barème a été revalorisé à hauteur de l'inflation, environ 0,9%. Donc en théorie, cela devrait éviter un effet d'augmentation mécanique d'impôts. Même chose pour les APL qui ont été indexés sur l'inflation. Autrement dit, les classes moyennes et populaires ne sont pas frontalement ciblées ici. Mais en parallèle, certaines obligations déclaratives évoluent, comme sur les dons, les cadeaux conséquents et les échanges d'argent importants entre proches. On passe alors d'un système où seules les grosses décisions patrimoniales étaient fiscalisées, à un système où des actes du quotidien deviennent progressivement intégrés dans la logique budgétaire, comme ça a toujours été le cas avec la TVA par exemple. Et ça, c'est stratégique, car il est politiquement toujours plus acceptable de multiplier les petites contributions que de tout révolutionner d'un coup. Maintenant, vous pourriez être étonné de voir qu'on n'a toujours pas parlé des gros patrimoines et des classes aisées, mais qui n'ont pas été épargnés. En 2026, les Français les plus riches vont directement être impactés par ce nouveau budget, mais pas exactement de la façon dont vous pensez. Dans un premier temps, la CDHR, qui avait déjà été mise en place l'année dernière, a été rappelée pour cette année. Le but, c'est que les foyers gagnant plus de 250 000 € par an pour un célibataire ou 500 000 € en couple supportent un taux moyen minimal d'imposition de 20%, au moins jusqu'à ce que le déficit public revienne en dessous des 3% du PIB, ce qui n'est pas pour tout de suite. C'est donc une logique de contribution exceptionnelle qui pourrait durer quelques années au moins. Affaire à suivre. Autre modèle pour taxer un peu plus les riches, le dispositif Dutreil, qui permet d'alléger le coût fiscal de la transmission d'entreprise et davantage encadré. Et les biens somptuaires détenus via des holdings peuvent sortir des avantages fiscaux. Le gouvernement a aussi introduit une taxe spécifique de 20% sur certains actifs non opérationnels détenus par des holdings patrimoniales au-dessus de 5 millions d'euros d'actifs. On parle ici des yachts, des voitures de luxe ou d'autres actifs qui ne représentent pas un outil de production. L'idée, c'est que si vous structurez votre patrimoine uniquement pour optimiser fiscalement, sans réelle activité économique derrière, l'État viendra réduire les angles morts. Bref, une pression fiscale plus forte sur les très hauts patrimoines. Vous l'aurez compris, cette année voit une nouvelle fois les impôts augmenter pour tout le monde, à commencer par les plus hauts revenus, alors que les dépenses ne sont encore une fois pas visées par la stratégie du gouvernement. Mais alors, comment tout ça se traduit concrètement dans votre quotidien ? Dans un contexte où le déficit reste autour de 5% du PIB, avec un objectif affiché de retour sous 3% d'ici 2029, il faut être lucide. Cette pression ne va probablement pas disparaître demain. Alors si vous investissez ou vous épargnez,
considérez que votre rendement net perdra un peu plus de 1% à cause de la hausse des prélèvements sociaux. Donc la première chose à faire est de recalculer votre rendement réel afin d'ajuster votre stratégie si nécessaire. Reprenez votre rendement brut, appliquez 31,4% de PFU sur tous les flux financiers que vous percevez de vos investissements et vous aurez ainsi votre nouveau rendement net réel. Les particuliers non investisseurs, eux, devront assumer les taxes sur les petits colis dont on a parlé. Même si ça peut sembler être du détail, ce sont mine de rien des lignes supplémentaires dans le budget annuel qu'il faut prendre en compte. Si vous avez un patrimoine de plusieurs millions et une société, n'oubliez pas que détenir des actifs passifs sans stratégie derrière peut devenir plus coûteux de fait des 20% de taxes sur les biens dits somptuaires. Vous serez peut-être obligé de réallouer une partie de votre capital sur des actifs dits productifs et des entreprises européennes. Dans tous les cas, ce budget ne bouleversera pas votre vie du jour au lendemain, mais nous voulons vous faire prendre conscience qu'il modifie progressivement les règles du jeu. Et ceux qui investissent et épargnent régulièrement le sentiront davantage. Alors, puisque vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, dites-nous, est-ce que ces mesures vous surprennent ? Et surtout, que prévoyez-vous de faire pour limiter leur impact sur votre patrimoine et vos finances ? Car l'impact principal de ce budget réside justement dans la taxation des revenus du capital. Dans ce contexte, l'investissement long terme, bien structuré, avec le moins de sorties d'argent possible, devient central. C'est justement pour cette raison que nous avons lancé notre propre assurance vie chez Louvainvest. Un outil pensé pour optimiser votre fiscalité dans le temps. Un outil conçu pour limiter les sorties d'argent et maximiser vos rendements sur le long terme. Un outil qui vous permet de rester maître de votre stratégie sans avoir à trop vous en occuper. Cerise sur le gâteau, nous sommes battus pour vous proposer les frais de gestion en unité de compte les plus bas du marché. Alors, si vous voulez en savoir plus ou même prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers pour définir ce qu'il peut être pertinent de mettre en place dans votre situation, cliquez sur le premier lien dans la description.